Eh bien, merci à vous tous d'être là ce dimanche matin, qui est notre dernière journée pour le Festival Apulé. Merci évidemment aux auteurs, merci à Marie-Hélène Freissé d'être présente, merci encore à vous tous, encore une fois, je crois que je ne vais pas arrêter de vous dire merci. Avant que la table ronde démarre, nous avons eu envie de vous donner à entendre Chloé, qui est la plus jeune de toute l'équipe, vous vous rendez compte, 23 ans, qui s'est occupée de la communication du Festival Apulé. Et pour différentes raisons, il nous a semblé important de vous donner à entendre le témoignage de Chloé sur un événement bien précis, parce qu'ils sont très jeunes et que c'est important d'entendre les actes que les jeunes font dans le monde entier. Voilà. Merci Valérie. Donc dans le plan de communication, mais qui n'est pas seulement de la communication pour attirer du monde, mais qui est vraiment pour porter un projet déjà, j'ai eu l'idée de faire lire la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 par des jeunes originaires de plusieurs pays, ayant des langues maternelles différentes, et j'ai recueilli ainsi quasiment l'intégralité de la Déclaration des droits de l'homme en 14 langues différentes. Donc en espagnol, en lingala, en hébreu, en arabe, en croate, en polonais, en allemand, en suédois, en finnois, en mandarin, en cantonais, et j'espère ne pas en oublier, en français aussi évidemment. Et donc j'ai demandé à des gens de moins de 30 ans de le faire, et l'accueil que j'ai reçu, en russe également, l'accueil que j'ai reçu était absolument extraordinaire. Ces jeunes étaient vraiment partants pour le faire, trouvaient que c'était une idée extraordinaire. Je pense que s'ils avaient pu venir au festival, ils seraient venus. On a beaucoup échangé autour de la revue, de la question des droits de l'homme, des circonstances et de la période que nous traversons toutes et tous, que ce soit au niveau de la pandémie ou du contexte plus général, environnemental, géopolitique également. Et il y avait vraiment ce besoin de faire entendre les droits humains, de les porter, de les défendre. Et j'avais laissé libre choix à ces jeunes de choisir les articles qu'ils souhaitaient, ceux qui leur parlaient le plus, qui leur semblaient peut-être le plus important, ou qui du moins entraient en résonance avec ce qu'ils pouvaient vivre ou faire. Et par exemple, mon ami russe a choisi de lire l'article sur la liberté de la presse. Mes amies suédoises et finlandaises qui travaillent dans l'éducation ont choisi de lire les articles relatifs à l'éducation. Et donc ça faisait vraiment sens, ça entrait en résonance avec quelque chose de plus grand. Il y a aussi une lecture en italien, j'ai oublié dans les langues. Et pour mes amis, donc j'ai un ami qui vit à Hong Kong, qui m'a enregistré le texte en cantonais et qui m'a dit « Mais est-ce que tu veux aussi que je demande à un ami de l'enregistrer en mandarin ?» Donc il a demandé à un premier ami qui a simplement refusé en disant « Non, c'est trop dangereux ». Et un deuxième ami qui a accepté, mais qui a dû mettre un nom qui n'avait strictement rien à voir avec les droits de l'homme pour que ça passe la censure. Mais il a accepté de le faire, et je trouve que c'est quand même quelque chose qui porte l'espérance, et qu'on peut quand même avoir cette espérance-là pour l'avenir, et qu'il y a une jeunesse prête à se faire entendre et à faire entendre les droits de tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez. Merci d'être venu aujourd'hui. Nous allons donc aborder cette question de l'autre, qui est une question immense, puisque elle recouvre pas seulement les identités ethniques, elle recouvre l'ensemble des relations avec l'autre. C'est un sujet sur
lequel, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé à France Culture, et c'est un sujet qui, au départ, je ne vous le cacherai pas, il y a 30 ans, faisait ricaner. C'est-à-dire, c'était Marie-Hélène et ses autochtones, Marie-Hélène et ses identités. Et puis, petit à petit, malheureusement, je dirais, cette préoccupation a été rattrapée par l'actualité. Et maintenant, elle est rattrapée d'une manière violente et incroyable en venant vous rejoindre. Donc, j'écoutais la radio et j'écoutais les manifestants américains pro-Trump qui manifestent aujourd'hui, et c'est hallucinant, ils sont dans la rue, ils sont armés et ils sont face à l'autre, c'est-à-dire l'autre, c'est un autre Américain qui est lui-même armé et qui défend les droits de l'homme, qui est anti-Trump. Ça veut dire qu'on est maintenant face, dans cette problématique de l'autre, confronté à une hystérisation incroyable des rapports, à une ultra-violence qu'on pouvait même pas imaginer il y a encore 10 ou 15 ans. Donc, ce que nous allons nous demander pendant ce débat, c'est plus précisément ce que peut la littérature, puisque nous sommes à une rencontre d'écrivains, que peut l'écrit. Il y a des essayistes, il y a des romanciers, je vais vous les présenter un par un. Que peut la littérature face à ce déferlement de violence? Il pense différemment de moi, donc c'est un ennemi. Ça veut dire que ça remet en cause tout le vivre ensemble. Et face à cela, est-ce que la littérature peut quelque chose? Alors, je vais procéder de gauche à droite. Myriam Gaume, qu'on a déjà entendu hier avec beaucoup d'intérêt. Myriam Gaume est grand reporter, journaliste, je dirais aussi d'origine arménienne, parce que ça a pu conditionner votre sensibilité et vos préoccupations. Et vous êtes aujourd'hui juge assesseur dans les cours, donc... À la Cour nationale du droit d'asile. Voilà, donc vous êtes confronté sans arrêt à des prises de décision qui sont, vous nous l'avez expliqué hier, extrêmement complexes. Et vous avez écrit sur ce sujet, vous avez écrit sur aussi votre confrontation en tant que reporter, puisque c'est ce qui est dans la revue Appulée. Donc, ce que vous avez vu en tant à la fois que reporter et que militante des droits de l'homme. Oh, je ne dirais pas que je suis militante des droits de l'homme, ou en tout cas, malgré moi, c'est plutôt une seconde nature. Ça se fait en marchant. Mais à la Cour du droit d'asile, justement, je repensais l'un des juges que j'ai côtoyé dans les tout débuts, est un sociologue qui s'appelle Smaïn Lacher et qui a écrit un texte très très dense qui s'appelle Penser l'étranger. Penser l'étranger. Et je crois que ça peut évoquer à chacun d'entre nous beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que cette sommation que l'on ressent quand on est confronté aux images, même lointaines, sur un écran de personnes en marche, de personnes de cohortes. Et la difficulté, c'est d'imaginer simplement que le monde est un éternel recommencement et que chacun dans le monde, pas toutes les générations, mais chacun dans le monde peut se trouver un jour en marche sur une route. Alors hier, vous avez mentionné quelque chose que je trouve très significatif de la manière dont le rapport avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes, les rapports peuvent aller vers le malentendu, voire l'hostilité. Vous nous avez expliqué hier que face à un juge, un jeune, donc candidat à l'asile, baisse les yeux. Il baisse les yeux, pourquoi? Parce que dans son pays, quand on parle à quelqu'un de plus âgé, on baisse les yeux. C'est une question de politesse. Ce qui avait profondément, vous nous avez expliqué, irrité le juge, qui disait, mais quand je te parle, regarde-moi. Bon, il y a des cas comme ça, absolument partout. Moi, je me souviens d'avoir, par exemple, un jour en Thaïlande, posé ma main sur l'épaule et le cou d'un petit enfant. Et ça a été, mais ça a horrifié les gens. Ils m'ont dit, mais on ne fait jamais ça.
C'est comme un geste de malédiction. Et toute l'histoire donc des rencontres avec l'autre, déjà, est ponctuée de ces malentendus que vous, en tant que reporter, vous avez dû affronter de temps en temps dans l'ignorance des codes des endroits où vous alliez. Bien sûr, on fait toujours des erreurs parce que je pense que la plupart du temps, les personnes sont fines et comprennent les erreurs de bonne foi, mais il est toujours facile de confondre l'identité de chacun et la manière de s'identifier à quelqu'un. Donc, il s'agit de disponibilité, de curiosité surtout, de curiosité. Évidemment, étrangement, celui qui est sur la sellette, ça peut être parfois le juge et pas forcément la personne qui est interrogée. Soumise à un interrogatoire ou soumise à une conversation, j'essaie plutôt pour ma part, de créer des conditions de conversation. Ça peut être, c'est un jeu subtil parce que ça dure quelques minutes et il faut à la fois ne pas irriter les magistrats habitués à une certaine autorité. Il y a forcément un rapport d'autorité dans tout, mais l'autorité ne se décrète pas forcément parce qu'on est dans la position on est du bon côté de la table, on l'est temporairement. La contribution de l'écrivain, c'est de révéler ces moments justement où on fait primer la bienveillance sur l'incompréhension potentiellement hostile. Disons que la bienveillance, c'est la première clé que peut saisir la personne qui cherche à se faire entendre. C'est tout. Donc c'est un présupposé qu'on leur doit bien naturellement. Alors, je voudrais donner maintenant la parole à Emmanuelle Favier. Je ne sais pas où est le micro. Voilà. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Vous êtes romancière, vous êtes poète et vous êtes aussi voyageuse. Et de quelle manière cette question de l'autre vous concerne-t-elle ? Vous avez évoqué hier ces femmes albanaises qui, pour gagner leur liberté, décidaient de changer de sexe ou en tout cas de statut sexuel. Et puis vous avez écrit un très joli texte dans la revue Apulée. Excusez-moi, j'ai un peu une extinction de voix, numéro 5, qui est un texte d'ailleurs dont un détail m'a beaucoup frappé, c'est que vous évoquez un endroit à Paris qui est à l'Alma, où il y a une flamme dorée à la feuille d'or, et cette flamme est devenue le symbole de Diana, puisque Diana est morte sous le souterrain. Or, c'est étonnant parce que c'est véritablement une sorte de palimpseste symbolique dans la mesure où, moi, pendant très longtemps, je suis passée là pour aller à Radio France, le bus 80, et je voyais sans arrêt des attroupements de gens qui posaient des bouquets. Et un jour, je suis allée voir. Et en réalité, il ne s'agit pas du tout d'un monument à Diana. Il s'agit d'un monument en remerciement pour l'aide américaine, pour le débarquement américain pendant la dernière guerre mondiale. Donc c'est assez étonnant comment on peut basculer d'une symbolique à une autre. Et ça nous ramène à la question de l'autre, parce que si on prend les lieux sacrés de notre France profonde, ce sont presque toujours des lieux anciennement gaulois, où il y avait des sources, où il s'est passé des choses, et ces lieux entre guillemets païens, ont été christianisés. Donc ça veut dire qu'il y a au fil du temps une possibilité d'intégrer l'autre dans un univers symbolique qui perdure. Oui, c'est vrai que quand moi pour cet endroit-là en particulier m'a fait mesurer à quel point on est traversé par les événements. Notre vie est traversée par les événements qui, a priori, ne concernent pas forcément. Bon, j'ai repensé à la mort de Diana, c'est un endroit où je passe jamais. Normalement, je passe à cet endroit-là quelques jours après la tuerie de Charlie Hebdo. Et je repense à cet événement qui était la mort de Diana. Voilà, je crois que j'avais 17 ans quand c'est arrivé.
Et donc je sentais l'impact que les événements qui me touchaient pas directement, j'avais pas d'amis à la rédaction de Charlie pour le coup, mais en tout cas je sentais que le monde a changé de visage ce jour-là. Donc mais pour revenir je sais plus très bien quel fil j'avais emprunté, non, il y en avait tellement à tirer dans votre question, mais si je reviens à la question de départ qui est qu'est-ce que la littérature peut vis-à-vis de l'autre, puisque la grande question, moi je vous avoue que quand j'entends Myriam ou les gens qui sont ici, je ne me sens pas du tout voyageuse. J'ai l'impression d'être extrêmement sédentaire. Évidemment, la question de savoir en quoi la littérature peut sauver le monde, peut changer la vie, pour prendre le prochain thème d'Apulé, elle est immense. Quelle légitimité on se donne à être un écrivain qui... C'est l'immense paradoxe de l'écrivain qui, normalement, est dans la solitude. L'altérité est tout intérieure, c'est l'altérité rimbaldienne, voilà. On est a priori des êtres d'une hypersensibilité au monde, aux autres, à l'hostilité éventuelle des autres. C'est toi hier qui disais que l'humanité est un lieu infréquentable. C'est quelque chose que je ressens très fort. Et en même temps, la présence de l'autre dans notre travail est indispensable. On se pose chaque jour la question de ce que j'écris, qu'est-ce que ça va pouvoir provoquer, en quoi ça va pouvoir aider un peu l'autre. Sachant que l'autre, c'est pas forcément ces personnes dont on parle qui quittent le fin fond de l'Afrique et qui font 6000 km à pied et qui se heurtent dont parlait Abdelhadi tout à l'heure, et qui se heurtent à un mur et qui sont dans cette souffrance. L'autre, c'est aussi la personne qui souffre juste à côté. Quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'ai rencontré un anthropologue qui avait commencé, qui faisait ses premières recherches, ses premiers, je sais pas comment on dit, chantiers, au fin fond de la Centrafrique, parmi les pygmées, qui avaient vraiment vécu dans la forêt avec les, enfin bon voilà, qui avait vraiment été dans une altérité, venant pour le coup du fin fond de la Bourgogne, il venait d'Autun, donc pas très très loin. Voilà. Et puis sa carrière a évolué, et quand je l'ai rencontré, il avait fait beaucoup de ce qu'on appelait anthropologie industrielle, donc il travaillait dans des EHPAD, il avait fait des immersions dans des EHPAD, dans des usines, il travaillait avec un autre qui était vraiment son voisin, de départ. Et c'est lui qui me disait cette phrase que l'anthropologie est le plus long chemin de soi à soi, et ça a beaucoup résonné avec le fait, parce que je me disais, mais pourquoi je suis allée chercher des Albanaises? Pourquoi je suis allée... Plein de gens me posaient la question, mais pourquoi tu vas... Moi, je connaissais rien à l'Albanie avant de découvrir cette tradition des Vierges jurées qui m'a absolument fascinée et qui m'a amenée à rencontrer l'Albanie, son histoire, sa culture, à y aller, à avoir maintenant plein d'amis albanais, etc. Mais au départ, pourquoi je suis allée... Qu'est-ce qui a résonné en moi dans cet autre si lointain, si différent? Bon, pas si lointain géographiquement, parce que finalement l'Albanie c'est pas très loin, mais en tout cas qui est une altérité totale en termes de mode de vie. Mais ça m'a énormément appris sur moi-même. Donc bon, c'est un chemin un peu égotiste finalement, mais j'imagine qu'on cherche toujours quelque chose pour soi aussi dans cette dialectique. Mais voilà, je me suis dit chacun à son endroit peut travailler dans le rapport à l'autre, et peut-être quand je suis ensuite allée en Albanie avec le livre qui avait été traduit en albanais. Tout s'est articulé en fait, et j'ai vu, et quand j'ai envoyé le livre à une dame qui m'avait hébergée, parce qu'on était avec l'ami avec qui j'étais partie, on était complètement paumés, on n'avait plus d'endroit où dormir, la fameuse hospitalité albanaise s'est révélée, on s'est retrouvés dans le canapé d'une dame qui nous racontait, dame vraiment la maman en noir, machin, mais qui nous racontait qu'elle avait été sniper sous une Verodja, enfin bon, c'est pas... Et j'ai pu lui envoyer le bouquin. Alors, bon, je ne sais pas si elle l'a lu, ce qu'elle en a pensé, mais il y avait une espèce de logique qui restaurait finalement ce paradoxe de l'altérité et de l'écrivain solitaire. C'est vrai qu'on a tous un appel aussi vers l'autre, parce qu'on peut positiver cette question de l'autre. Nous sommes quand même à l'étroit dans notre propre culture, compte tenu de la diversité des cultures humaines. Et on pourrait reprendre un peu le mot de Montaigne, tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Ça veut dire que tout ce qui se passe à la surface de la Terre, y compris les choses horribles, nous sommes potentiellement capables d'en être les auteurs, d'y adhérer. Nous sommes
l'ensemble des cultures, l'ensemble des comportements humains. Et à partir de ça, donc, on peut développer, et nous développons presque tous, une extraordinaire curiosité aussi pour l'autre. Alors, je voudrais passer la parole à Catherine Pont-Imbert, qui est essayiste, qui est poète, parce qu'on va parler du monde américain. Et le monde américain, donc, qui est issu d'une extraordinaire violence, le monde nord-américain est quand même dans son état actuel, et ça on l'oublie constamment, issu de 2 crimes dont parlait d'ailleurs Faulkner, l'éradication des cultures indiennes, autochtones, présentes sur leur sol depuis des millénaires, totalement dépossédées, aujourd'hui réduites à l'état de minorité dans leur propre pays. Donc, s'il y a un phénomène de décolonisation dans nombre de pays, même la majorité des pays, il n'y a aucune décolonisation dans le monde nord-américain, puisque les habitants millénaires de ce pays sont aujourd'hui minoritaires et plus ou moins sous tutelle. Et puis il y a le deuxième crime dont parle Faulkner, sur lequel il a beaucoup plus développé, qui est bien entendu l'esclavage. Et de cette situation est issue l'actuelle société américaine, qui est une société créée dans la violence, qui continue dans l'ultra-violence, dès que ces prérogatives et ces privilèges de cette société blanche chrétienne, qui a donc dévoyé le christianisme dans une conversion autoritaire et brutale, cette Amérique-là est présente. Et cette Amérique, tu en parles dans ce beau, je dirais, article ou témoignage de la revue Apulée, qui concerne un personnage iconique donc de la lutte pour les droits civiques, qui est Rosa Parks. Oui, je vais peut-être, avant de répondre à ce que tu viens de dire, juste faire un petit clin d'œil avec le tout début de ton intervention tout à l'heure, quand tu as dit il y a 30 ans, on se moquait assez volontiers des gens qui s'intéressaient aux minorités, et tu citais ton cas personnel lorsque à la radio on disait Marie-Hélène et les minorités, et c'est curieux parce qu'en t'entendant j'ai repensé au fait que j'ai vécu, je pense exactement la même chose au moment où, sur la même antenne, à la même radio, à France Culture, j'ai été une des premières à inviter, à faire entendre des voix d'écrivains africains, en considérant que le regard sur le monde d'un écrivain congolais, malien ou sénégalais était probablement, et même certainement, aussi important et aussi riche pour le panel d'expériences qu'on peut expérimenter que celui d'un auteur français. Et ça faisait ricaner à l'époque, parce qu'on considérait probablement que ces écritures-là... C'est-à-dire que la pensée universaliste, très longtemps, a dominé. On ne pouvait pas être de quelque part, on ne pouvait pas avoir des marqueurs individuels. Ça voulait dire déroger à l'idéal des Lumières. Et donc cet équilibre qu'aujourd'hui il faut qu'on trouve entre nos origines, nos identités, il y a de l'affect là-dedans, il y a quelque chose qui est puissant, qui est profond, mais ce n'est pas incompatible avec le dialogue avec l'autre. Je pense qu'il y a quand même eu toute une classe intellectuelle qui pendant longtemps a été dans la négation de cette légitimité à être de quelque part. Et notamment, alors là, ça va me permettre de faire le lien avec Rosa Parks et avec les États-Unis. Il y avait notamment dans ces littératures, pas exclusivement, bien évidemment, puisque les registres et d'émotions et d'expériences et de réflexion sur le monde dans les littératures africaines sont extrêmement larges, et que bien évidemment, elles ne se cantonnent pas à la restitution de cette mémoire-là, mais il y avait dans ces textes-là, notamment cette mémoire de l'esclavage que tu abordais à l'instant. Et tu citais Faulkner. Moi, je citerais sur ce chapitre-là une lecture qui pour moi a été absolument décisive, qui est celle d'Édouard Glissant, poète et philosophe martiniquais, qui est une des personnes qui a écrit sur l'esclavage parmi les choses les plus, à la fois les plus bouleversantes et les plus, pour moi, importantes. Les plus importantes. Donc voilà, je fais ce chemin personnel
Je dis personnel parce que je me suis aperçue très longtemps après qu'en fait c'était un chemin personnel. Voilà. C'était à la fois ce travail de vouloir faire entendre ces voix d'écrivains africains, et en fait ça rejoignait en moi quelque chose d'absolument essentiel. Et puis je rencontre, et je dis vraiment rencontre, ce personnage de Rosa Parks, dont le geste est pour moi un des gestes les plus... c'est pas grand-chose un geste, hein. Ça a pris quelques secondes, et ce geste-là a déterminé quelque chose d'absolument essentiel. Ce 1er décembre 1955, cette femme, elle a 42 ans ou 45 ans, elle est couturière, c'est une femme modeste, elle est noire bien évidemment, et nous sommes à l'époque où dans les autobus aux États-Unis, les rangs à l'avant sont réservés aux blancs. Les rangs du milieu sont des sièges, disons, mixtes, c'est-à-dire que les Noirs ont l'autorisation de s'y asseoir tant que l'autobus n'est pas complètement plein et que des Blancs n'ont pas besoin du siège en question. Et puis, il y a les sièges de l'arrière, qui sont les sièges réservés aux Noirs. Et ce jour-là, cette femme, c'était un jour comme les autres, c'était un jour ordinaire, il s'est rien passé de particulier, mais ce jour-là, elle monte dans le bus, il n'y a personne, elle s'installe, le bus se remplit, et normalement, elle devrait se lever et laisser sa place. Un homme blanc. À un homme blanc. Et elle refuse. Elle refuse de se lever. Non seulement elle refuse de se lever, mais elle refuse de descendre de l'autobus, parce que le chauffeur de bus, qu'elle connaît d'ailleurs, parce qu'elle a déjà eu maille à partir avec lui, le chauffeur de bus lui demande de descendre du bus, et elle refuse de descendre du bus. Et moi, dans ce geste-là, j'ai une admiration profonde pour cette femme, parce que elle a juste, voilà, c'est quelque chose de physique, il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu, ou très peu de mots échangés, mais par ce geste, elle porte en elle toute cette mémoire, finalement. On a parlé de l'esclavage, on pourrait balayer en quelques mots, dire il y a eu la guerre de sécession, il y a eu ces 2 guerres mondiales où les soldats noirs américains sont partis au front, il y a eu le mouvement de la Harlem Renaissance, il y a eu toute cette histoire des années 20-30, et puis elle arrive en 1955, elle pose ce geste, et il est décisif, parce qu'un an plus tard, le comté donc d'Alabama, parce que ça se passe en Alabama, proclame illégale la ségrégation dans les transports. Il va y avoir des grèves absolument monumentales de tous les autobus, Martin Luther King et tous les droits civiques, ensuite toute la guerre pour les droits civiques, les luttes pour les droits civiques vont être présents. Enfin bref, ce geste-là de cette femme a déclenché quelque chose d'énorme. Et on peut faire le lien jusqu'à aujourd'hui, on peut partir de l'esclavage, mais on peut venir jusqu'à aujourd'hui avec le mouvement des Black Lives Matter, en se disant que c'est la même histoire. Et son geste à elle, pour moi, il est comme un moment décisif. Et bien sûr que cette femme, elle est loin de moi dans le temps, elle est loin de moi géographiquement, elle est peut-être loin de moi à bien des égards, et en même temps je me sens tellement proche d'elle que son altérité m'est familière et que je ne peux que l'admirer d'abord profondément et avoir envie de parler d'elle et de lui rendre hommage. Et j'aurais vraiment adoré rencontrer cette femme, mais vraiment, je la sens comme une sœur. Ça pose la question du courage dans certaines circonstances historiques. Et pour revenir à Édouard Glissant que tu citais, ce qui est passionnant dans la réflexion d'Édouard Glissant, c'est que justement il y a un refus total de l'essentialisation d'une identité. Et Édouard Glissant prône ce qu'il appelle la créolisation, c'est-à-dire les identités recomposées, retravaillées en fonction de l'imaginaire de chacun, et c'est ce qu'il a un petit peu opposé à Césaire, qui était plus sur la revendication de la négritude. Et donc, c'est un message, celui de Glissant, qui continue d'être extrêmement riche et porteur d'avenir. Alors, je vais me tourner maintenant vers Jean-Marie Blas de Robles, parce que ce trouble que suscite l'autre
c'est quelque chose... c'est un thème sur lequel vous travaillez depuis longtemps, puisque vous avez écrit sur les jésuites qui rencontraient l'autre, l'étranger, puisque vous avez fait un ouvrage notamment autour du père Kircher, Athanase, Kircher ou Kirchner ? Kircher. Et votre dernier livre, qui est absolument formidable, qui s'appelle « Ce qu'ici-bas nous sommes », donc vous allez nous donner l'argument. Au fond, brode, c'est pas la seule dimension du livre, mais sur la représentation de l'autre, puisque vous y glissez beaucoup d'images qui sont tirées du magasin pittoresque, du Tour du Monde, donc de ces revues de voyage qui reflétaient la rencontre avec l'autre et qui la reflétaient d'une manière parfois, je dirais, éblouie, gourmande, et puis d'une manière parfois offusquée. C'est sauvage, c'est cafre, comme on appelait horriblement les Africains. Toute cette littérature est immense, elle est aujourd'hui un petit peu taboue. Moi, j'avoue que j'en suis friande et j'en trouve souvent dans les vides-greniers. Et c'est extraordinaire parce que c'est ce que lisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc c'est une image de l'autre, à la fois curieuse, mais avec une sorte de curiosité trouble, malsaine. Et vous jouez de ça, donc dans beaucoup de vos écrits, y compris le dernier, mais vous en jouez pour en rire aussi, pour y mettre beaucoup d'ironie. Et pour le dénoncer, donc pour critiquer ce qu'on a appelé le zoo humain. Vous savez bien que dans toutes les grandes foires internationales qui ont eu lieu à Paris jusqu'en 1901, il y avait des villages nègres. On ramenait des Cafres, on ramenait des Cambodgiens, on ramenait des gens de nationalité qu'on mettait dans leur petit ghetto comme dans un zoo et qui étaient censés vivre normalement, et les gens venaient regarder, etc. Ça reflète bien déjà l'idée de l'idéologie coloniale. On montrait comme un empereur romain montrer ses victoires dans l'arène, dans l'amphithéâtre, en faisant combattre des Gaulois contre des Celtes, pour montrer l'étendue de l'Empire romain. Là, l'Empire français, par exemple, montrait l'étendue de ses conquêtes, puisqu'on pouvait avoir le village berbère, le village marocain, de toutes les possessions. Ce qui nous paraît aujourd'hui un scandale absolu par rapport au respect que l'on doit à l'autre, à l'altérité, et surtout à la liberté d'avoir une civilisation, une culture à part entière et simplement différente de la nôtre. Or, ce type de regard est quand même très récent. Moi, je me souviens que mon père avait adoré l'exposition coloniale de 1931. Il en parlait en disant que c'était un moment d'éblouissement. Et c'était un homme très bien, mais il n'avait pas saisi à quel point ce regard porté sur l'autre sous-entendait beaucoup de choses. Et ça continue. C'est pas. Il y a une grande frange de la population qui continue encore à avoir ce regard torve, perverti sur le sauvage, sur l'indigène, sur le barbare. C'est la même vieille et misérable histoire qui continue sur le métèque, et pour revenir aux journaux de voyage, à la revue du Tour du Monde, à ces choses qui, j'ai même pas honte, j'allais dire que j'avoue lire, non, je suis fier de les avoir dans ma bibliothèque, parce que ce sont souvent des textes des premiers jets, des premiers contacts, les textes de Livingstone, les textes de Stanley, les textes de tous ces voyageurs extraordinaires, ou de
comment s'appelle-t-il, Richard Burton, qui traduit Les Mille et une nuits tout en découvrant les sources du Nil. Enfin, ce sont des aventuriers extraordinaires. Et il se trouve que leurs récits de voyage sont illustrés parce qu'on est dans les débuts de l'anthropologie. Ils ne s'appellent pas anthropologues, ils s'appellent explorateurs. Ils sont là pour défricher et pour tracer la voie pour de futures colonisations, parce que c'est ça, les Livingstone, les Stanley, les Burton, ils tracent des plans à travers la forêt pour mieux tracer des routes pour que l'Empire puisse aller s'emparer de nouvelles terres. Donc ce sont des sortes d'éclaireurs, et tout sauf des anthropologues arrivant avec une empathie première et nécessaire face à une civilisation différente. Et il y a donc ces illustrations qui posent problème à deux titres. Elles posent problème, un, quand elles sont plaisantes et attirantes pour leur exotisme, parce que c'est un exotisme. Car il y a une séduction, on ne peut pas s'en cacher. On ne peut pas s'empêcher d'être séduit par une vision exotique et frelatée, passée par le filtre d'un regard colonial sur une réalité chinoise ou je ne sais quoi. Donc il y a des espèces de mise en scène. Donc première chose. Et la deuxième chose, c'est là qui est carrément insupportable, c'est la façon de rendre ridicule le sauvage. C'est la vision du sauvage, du barbare. Souvent, la femme y est maltraitée, elle est représentée nue. Oui, alors par exemple, on dit une beauté autantote. Voilà, une beauté autantote. Avec ce ricanement avec ce affreux, ricanement, quoi. alors qu'on montre une femme autantote aux fessiers proéminents et qui, bien sûr, désobéit à tous les canons de beauté occidentaux. Et dans ce qu'ici-bas nous sommes, j'ai, avec volonté et perversité, j'ai pris tous ces corps humiliés de Noirs, de Japonais, de Chinois, de Cambodgiens, représentés dans des positions d'humiliation ou de curiosité, et je les ai affublés de visages occidentaux, de femmes et d'hommes de la même époque, dans les mêmes revues, qui eux étaient dans des revues de mode ou des revues de politique, qui portent chapeau melon. Y compris Victor Hugo, mais vous avez aussi Bismarck, vous avez aussi Robespierre, vous avez aussi Chesterton. Il y a toute une théorie de gens très bien ou moins bien, comme Bismarck par exemple. Et donc ça désamorce complètement cette imagerie, et d'une certaine façon ça dénonce le mépris de l'autre, surtout que dans mon livre ces Européens, donc accords d'indigènes ou accords d'autochtones, sont cannibales, mangent les Noirs, mangent leurs défunts. Donc, alors vous brouillez tous les repères. Alors peut-être un mot quand même, Jean-Marie, de l'argument du livre, puisque au fond le personnage principal est un personnage iconique dans notre culture, c'est Aby Warburg. Vous lui donnez un pseudonyme, il s'appelle... Alors, je me sers de cette histoire véritable, oui. Qui est celle de Aby Warburg. Donc fameux anthropologue. Qui est un historien d'art. D'abord un historien de l'art. C'est le point de départ du roman. C'est ce qui m'a donné l'idée du roman, avec ces histoires de trous noirs et de dessins. Mais je ne crois pas en avoir parlé hier quand on a parlé de mon livre, donc j'avais peur de me répéter, mais on n'a pas parlé de Warburg, du véritable.
Et donc, Aby Warburg était un historien de l'art allemand, juif allemand, actif dans les années 20, avec déjà une œuvre derrière lui conséquente et une théorie qu'on appelle l'iconologie, qui consistait à émettre l'hypothèse que nos traumas ancestraux depuis la préhistoire, nos peurs archaïques, s'étaient transmises jusqu'à aujourd'hui dans un corpus d'images archétypiques assez réduit finalement. Et il avait entrepris cette tâche énorme de rassembler ces archétypes dans un atlas qu'il appelait Mnémosyne. Donc c'est tout un travail absolument remarquable sur l'interprétation des images, quelles qu'elles soient. En lien avec Jung ou pas? En lien avec Jung ou pas? Alors, pas du tout en lien avec Jung. Jung, après, s'en est servi, mais lui, il était seul dans son coin. En revanche, il a inspiré des gens comme Jung, comme Freud, Et cet homme, à la sortie de la guerre de 14, il est traumatisé par les morts, il voit la montée de l'antisémitisme et il perd la tête, il perd l'esprit, il tente de tuer sa femme et ses enfants pour les protéger des antisémites. Et on est obligé de l'enfermer, on l'enferme dans une clinique de luxe située sur les bords du lac de Constance, et sous la protection d'un professeur ami de Freud qui s'appelait Otto Binswanger, dont on retrouve le nom dans mon roman, et qui s'est occupé de Aby Warburg, qui est resté 5 ans dans cette clinique, en compagnie de patients célèbres, comme Nijinsky, qui finissait sa vie là aussi fou, comme le peintre Ernst Ludwig Kirchner, pour le coup, pas Kircher, mais je joue. Oui, vous les masquez. Je joue avec Kircher aussi par ailleurs. Et puis avec la féministe Bertha Pappenheim, que Freud a étudié et publié sous le nom de Anna O. Et pendant 2 ans, Aby Warburg est vraiment, pour le dire bêtement, complètement fou, quoi. Il noircit des milliers de pages incompréhensibles, et il hurle, il essaye, il ne mange plus parce qu'il croit qu'on lui sert la chair de ses enfants dans les aubergines, etc., etc. Mais à force de traitement, il finit par proposer, on vient à la chose la plus intéressante, il finit par proposer au professeur Binswanger une épreuve de lucidité. Il veut passer une épreuve de lucidité, donc il dit, écoutez... Il veut démontrer que... Voilà, je veux démontrer que je ne suis plus fou si je l'ai été, et je vais écrire une conférence d'art, d'histoire de l'art et d'anthropologie, je vais la prononcer devant vous, et si à l'issue de cette conférence, vous estimez que j'ai retrouvé ma raison, je suis guéri et je m'en vais de cet endroit. Il s'est attelé à ce travail, il a écrit une merveilleuse conférence qu'on trouve encore aujourd'hui qui s'appelle le rituel du serpent, où il raconte un voyage qu'il a fait 40 ans auparavant chez les Indiens Hopi. Et c'est absolument magnifique, et d'un point de vue anthropologique et d'un point de vue psychiatrique, dans la mesure où il se sert de ce rituel qui consiste à mordre des serpents venimeux, vivants, et à se promener avec eux dans la bouche, dans le village, avant de les relâcher, de façon
comment dire, à s'emparer du mal, à mordre la morsure et à faire passer le message. C'est-à-dire que vous, les forces du mal, soyez prévenus, vous êtes sous notre emprise. Et il compare ça à son propre cas, en fait, et à la façon dont il s'est sorti de son trouble psychique. Donc c'est absolument magnifique. Mais c'est là où on va aller vers la complexité du rapport avec l'autre, parce que aujourd'hui, ce rituel du serpent, d'abord le livre est tabou chez les Hopis, et ce rituel du serpent, aujourd'hui, à la suite notamment de ce qu'on a écrit Warburg, exclut totalement la présence de visiteurs étrangers. Donc ça veut dire que Aby Warburg, en se servant de cette description qui manifestait qu'il avait retrouvé la raison, s'est aliéné, est devenu l'ennemi, en quelque sorte, de gens qui considéraient qu'il avait désacralisé une manifestation, un rituel qui, pour les Hopis, est central. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, il a choqué. Il a gagné sa guérison, ou la manifestation de sa guérison, en révélant quelque chose, et ce geste de révélation d'un secret lui a aliéné définitivement une population qui fonctionne selon d'autres codes. Oui, je ne pense pas que la conférence de Warburg soit revenue jusqu'aux Indiens Hopis. Ah si, ça je vous garantis que si. Tant qu'il avoue. Et aujourd'hui, même les cartes postales, il y a des cartes postales de l'époque de Warburg qui montrent le rituel du serpent qui sont interdites. D'autant que lui, il avoue en début de conférence qu'il n'a pas assisté. Parce que c'est tellement tabou qu'il n'a pas assisté. Donc il décrit quelque chose qu'il n'a pas vu, mais qu'on lui a raconté le plus fidèlement possible. Donc lui, ce qu'il a vu, ça n'a rien à voir avec le rituel du serpent. Donc on est aussi dans la fabulation, on est dans la représentation, et c'est ce qui me plaisait dans toute cette histoire. C'est pour ça que mon livre c'est pas l'histoire de Warburg du tout, c'est une vaste métaphore de cette histoire avec quelqu'un qui s'appelle Augustin Harbour, pour rappeler quand même que je me suis servi de Warburg. Pour les amoureux de Huysmans, Harbour, c'est à rebours. Ça doit faire sens aussi sur ce que je raconte. Et cet Augustin Harbour, il est dans une clinique, alors pas sur le lac de Constance, mais sur les bords d'un lac au Chili, et il a 70 ans, et son thérapeute, Binswanger, lui demande de passer cette même épreuve de lucidité en racontant ce voyage qu'il a fait il y a 40 ans dans l'oasis de Zindan, dont il n'est manifestement pas sorti indemne, puisque c'est au retour de ce voyage qu'il a été interné. Alors dans cette ville de Zindan, où toutes les cultures, toutes les pratiques culturelles, toutes les formes d'anthropophagie, de religiosité, semblent s'être concentrées dans une sorte de trou noir au milieu du désert. Oui. Et vous jouez avec ça, c'est-à-dire des choses les plus horribles ou plus idéales, tout est rassemblé. Toutes les virtualités du comportement humain sont représentées dans ce microcosme. Oui, tout a été aspiré comme dans un trou noir à cause de la présence d'un chaman qui est Dieu, peut-être pas, mais en tout cas qui est là et qui aspire les civilisations, qui aspire les idéologies, qui aspire les gens de n'importe où et de n'importe quand. On peut arriver directement de l'époque victorienne ou romaine et se retrouver dans ce microcosme où effectivement l'altérité est réduite à son strict minimum. Il y a une sorte
d'empathie utopique entre les 4 clans, même s'ils ont des différences dans leur tabou alimentaire, par exemple, le texte que je lisais hier soir, ils parlent la même langue, il n'y a pas ces problèmes de traduction dont parlait Myriam, donc il y a une communication instantanée d'avant la tour de Babel, mais c'est une fausse empathie, bien sûr, c'est aussi une manière de montrer que l'autre continue à... L'autre, dans mon livre, ce sont plutôt les lycanthropes. Ce sont ces êtres qui rôdent autour de la ville, qu'on ne voit pas, mais qui font peur. C'est toujours ça, l'autre, d'abord. C'est celui qui est différent. C'est moi dans le miroir. L'autre, c'est une affaire de miroir, et donc d'inversion, de distorsion. Même moi, quand je me regarde dans le miroir, ça n'est pas moi, c'est quelque chose de différent, puisque c'est inversé. C'est cette inversion qui fait peur, déjà chez soi-même, et alors encore plus quand cette inversion se double de ce qui apparaît comme une inversion culturelle, les antipodes, le monde à l'envers, mais pourquoi ils font exactement le contraire de nous, pourquoi, etc. Mais bon, faut laisser parler un petit peu. Ça pose la question de la médiation, justement, entre les différences. Alors, on va passer le micro à Yaya Belascri. Voisinage, en fait. Parce que, justement, Yaya, j'aimerais que vous parliez d'un personnage qui est justement un personnage de médiateur sur lequel vous avez travaillé, qui est Abdelkader. Parce que voilà un homme qui a d'abord été un combattant contre l'étranger, nous, l'envahisseur. Contre l'étranger, nous. Et qui ensuite est devenu un médiateur. Ça a été un guerrier au départ. Non, pardon. Non. Abdelkader est un guerrier. Non, mais contre qui? Contre l'étranger, et vous avez dit nous. Nous, c'est-à-dire contre les Français. Nous, contre l'armée coloniale française. Eh ben oui. Mais c'est pas nous. Bah si, c'est nous. C'est nos grands-parents. Bah si. Enfin, je veux dire... alors, Abdelkader. Donc, voilà un homme pris entre les deux cultures, dans des conditions de violence, dans des conditions de mainmise sur un pays. Et ce personnage laisse le souvenir, donc, d'une hauteur de vue, d'une dignité, d'une humanité. Donc, c'est véritablement le médiateur, le pacificateur. Donc, parlez-nous peut-être d'abord de la manière dont vous, écrivain d'origine algérienne, comment vous percevez ce personnage qui est très problématique pour beaucoup de gens, que certains ont traité de lâche. Donc, tout médiateur, peut-être, est condamné à être l'ennemi de ceux qui veulent attiser les conflits et à être le grand homme des pacificateurs peut-être à un prix trop élevé. L'émir Abdelkader n'a pas de culture, n'a pas plusieurs cultures, et surtout pas deux cultures. Il n'a qu'une seule culture, c'est la culture, à l'époque en Algérie, arabo-musulmane, et il ne connaît pas la langue française. L'histoire fait qu'un jour, les tribus de l'Ouest lui demandent de prendre la résistance, de diriger la résistance, et il va le faire. Il va se battre, bien sûr, pendant 15 ans contre l'armée coloniale française. Et en face de lui, cet homme qui a soulevé avec lui des paysans, avec des petites carabines et des bâtons et autre chose. En face, il y avait une armée coloniale où il y avait 150 généraux et 2 princes de rang, où il y avait jusqu'à 500 000 hommes. 500 000 hommes, au plus fort de la mobilisation des hommes, des Algériens, c'était 10 000, l'armée d'Abdelkader. Et donc, il va guerroyer, et cet homme, il va résister, faire la guerre à l'armée coloniale, il va gagner des batailles, en perdre, il n'a jamais été fait prisonnier, il n'a jamais été arrêté,
ni blessé. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié dans la médersa de ses parents. Dans la médersa de l'époque, les médersas de l'époque, on enseignait aussi bien la jurisprudence que le fait religieux de manière générale, que les mathématiques. Donc c'était quelqu'un qui était très cultivé. Et il combat, et puis un jour, il décide d'arrêter ce combat. Mais juste avant qu'ils arrêtent le combat, je voulais vous dire aussi qu'en face, il y avait des généraux, des criminels devant tous les dieux et tous les hommes. Il y avait Bugeaud, il y avait Montagnac, il y avait Saint-Arnaud, c'était des Buges, Négrier et plein d'autres. C'était des généraux qui disaient qu'il faut saccager, et qui saccageaient effectivement. Qui ont encore leur nom dans des rues, d'ailleurs. Hein. Ce qui est monstrueux, d'ailleurs. À l'heure où on déboulonne mais les en fait, statues. c'est pas grave, il faut pas déboulonner, il faut enseigner l'histoire. C'est ça ce qui est important, il faut pas déboulonner. Parce que c'est important de voir Bugeaud et de dire, oui, attendez, c'était un criminel quand même. Bugeaud, c'est la terre brûlée. On brûle les hommes et les récoltes, et les femmes. C'est ça l'histoire. Bien, on va pas s'étendre sur ça. Mais Abdelkader vient de là. Et quand il rend les armes, le duc d'Aumale et la Mauricière, le général Lamourcière, il leur demande, il demande l'amen. L'amen, ça compte dans cette culture. Tout à l'heure, on parlait de culture, de différence de culture. C'est pas une question de différence de culture, c'est une question de bon sens. Pardonnez-moi de faire un geste pour vous montrer quelque chose. S'asseoir comme ça, de cette manière-là, quand il y a un vis-à-vis qui est là, c'est un manque de respect total, mais complet. On ne peut pas le faire, ça. Or, un président français l'a fait à un dirigeant maghrébin. Et ça a créé un incident diplomatique. Mais de quel droit vous me donnez votre semelle? C'est insupportable. C'est insupportable. Donc, ce n'est pas question de culture que de bon sens, que de respecter l'autre. Abdelkader demande la main et ils lui disent « D'accord ». Et il dit « Je voudrais aller dans un pays musulman ». Et ils disent « D'accord, nous vous donnons l'assurance de vous emmener dans un pays musulman ». Le voilà, avec sa famille, ses lieutenants, qui est emmené en France, emprisonné pendant 5 ans. Et c'est Napoléon III qui va le libérer et le laisser partir dans un pays musulman. Et s'installera plus tard à Damas. Et vous connaissez l'histoire, en 1860, quand il sauve les chrétiens de Damas. Donc ce n'est pas un homme de double culture, mais c'est un homme qui, tôt, a compris que l'autre est en soi. C'est un homme qui a dit, dès le départ, « Kullu kawnin dhaka kawni » tout être est mon être. Nous sommes au 19e siècle, à la moitié du 19e siècle, quand cet homme, issu uniquement de la culture arabo-musulmane, mais un érudit de l'islam, dit « tout être est mon être ». Montaigne. Et il n'a pas lu Montaigne. Il a lu le philosophe arabe. Il n'a pas lu Montaigne, cet homme. C'est ça ce qu'il faut savoir. C'est après qu'il va demander à ce qu'on lui traduise des textes. Il ne connaissait pas un mot de langue française, mais on lui traduisait tout, même la Bible. Cet homme disait, juifs, arabes, musulmans, mazdéens, nous sommes les mêmes devant Dieu. Voilà cet homme qui a compris ce que c'est l'altérité. Et qu'est-ce que c'est que l'autre comporte. Donc, Abdelkader, bien sûr, c'est une figure, pour moi et pour beaucoup de gens, qui est éminente, qui est importante dans mon histoire personnelle en tant que citoyen, en tant qu'écrivain. Mais il y a d'autres figures comme Saint Augustin qui est important pour moi, et aussi Akaïna, puisque ce sont des personnages que je cite toujours dans mes travaux. Mais l'autre, parler des miroirs, je voudrais intervenir sur ça. Depuis tout à l'heure, je me prépare. Ouais. L'autre, ce miroir insupportable. L'autre, cette altérité qui nous pose problème. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement, si vous permettez. Le 17 août 2020, des subsahariens sont mis dans un canot à moteur à partir de Libye, donc de la côte libyenne, et s'en vont en mer pour gagner l'Europe. Et voilà que les gardes-côtes libyens les prennent en chasse, et en pleine mer, ils tirent sur le canot pneumatique. Le moteur explose, ils brûlent, et ils s'enfuient. Et ils partent dans la mer. Donc ils meurent tous. Dans ce canot, ce sont de jeunes hommes, soudanais, érythréens, aussi beaux que nous pouvons penser que nous sommes beaux. Des jeunes qui étaient malheureux dans leur pays.
et qui ont péri de manière tragique parce qu'il y a des enjeux politiques, géopolitiques et autres. Et parmi ces jeunes voyageurs, je refuse de parler de migrants, d'utiliser ce mot. Je ne l'utilise jamais. Je ne veux pas. C'est insupportable. Parmi ces hommes, il y avait un jeune homme qui, c'est le 17 août qu'il meurt en mer. Le 11 juillet a écrit ce poème. Ce n'est pas une mauvaise chose que de mourir, jeune comme nous le sommes, sans avoir dépassé la trentaine. Non, ce n'est pas une mauvaise chose que de partir tôt. Et ce qui est regrettable est de mourir seul. Mourir seul, sans une femme qui dise « Viens, que j'ouvre ma poitrine pour toi, et que tu laves ton âme de la misère qui l'a salie. » Une femme qui sourit, et la nuit qui court contre les doigts du temps. Et le deuxième poème qu'il écrit, nous sommes en juillet 2020, « Tu mourras dans les profondeurs de la mer, les vagues fracassant ta tête, et l'eau balançant ton corps comme un bateau crevé. Ou alors tu mourras sur une terre délaissée, le froid rongeant ton corps, qui fuira douloureusement vers toi. Tu mourras seul, embrassant ton ombre délavée. Demain ne sera plus que le spectre de tes rêves. Personne n'en saura rien. Cela ne fera aucune différence. » Jeune poète qui n'a pas 30 ans. C'est ça, l'autre. Et l'autre, là, quand j'ai reçu ce poème, d'ailleurs, ce poème se rend à Apulé, le prochain Apulé, en arabe, parce qu'il écrit en arabe. Comment vous est-il parvenu, ce poème? Mais ça, c'est secret. Nous sommes tous branchés dans Apulé avec plein de créateurs dans le monde, avec beaucoup de gens, tous les amis, tous les membres du conseil de rédaction et tous les autres écrivains qui ne sont pas dedans mais qui travaillent avec nous, parce qu'il y a tout un groupe autour de nous, sont liés, nous sommes tous liés aux uns et aux autres et on reçoit des textes, des informations, tout ça. Cette information a été reprise dans le journal et c'est passé comme ça. Mais nous avons reçu ces textes-là. Et c'est ça où je veux arriver à dire, celui-là, ce poète soudanais, qui est des Darfour, qui n'a pas de 30 ans, c'est une part de moi, une part entière de moi. Tous comme nous sommes, c'est une part de nous qui est partie. Et c'est insupportable comme on lève une partie. Ce Soudanais est mon frère, est mon ami, le plus proche de moi. Ben, c'est lui. Ce n'est pas mon frère de sang, puisque mon frère de sang est mort, c'est pas grave. Mais celui qui est le plus proche de moi, c'est cet homme que nous avons tous tué. Tous nous sommes complices et responsables. C'est ça. Alors il faudrait un sursaut pour qu'on comprenne précisément que l'autre est là. C'est nous qui le portons. Et c'est quoi cette histoire du visiteur, comme vous l'avez si bien dit, de l'étranger, de l'exclusion du visiteur étranger. Et l'histoire, elle est pleine d'exemples. Vous savez, à la révocation de l'édit de Nantes en France, on chassait le protestant. Pourtant, il était français. Et 300 000 protestants ont quitté la France à la fin du XVIIe siècle par la montagne, en fuyant la nuit. Et on les pourchassait. 300 000, et ils ont trouvé où aller. Plus tard, 1893, à Aigues-Mortes, un massacre d'Italiens. Quand le préfet appelle à 6 h du matin la gendarmerie arrive à 17 h. C'était fini, 17 Italiens étaient morts, plus d'une centaine blessés. Et les autres sont enfuis vers la gare, et la population française les pourchassait jusqu'à la gare. C'est une histoire longue. Vous savez, durant la Seconde Guerre mondiale, on crée le Committee of Refugees en Grande-Bretagne, et on envoie 50 000 Britanniques en Syrie. Et ils les attendaient. Ahlan marhaba. Les Syriens les attendaient. Ahlan marhaba. Bienvenue. Plus tard, quand les Syriens sont dans le drame absolu, un premier ministre français sort d'une conférence de presse et parle au nom de tous les Français. Il dit, nous ne pouvons recevoir que 30 000 Syriens. Mais il y a 36 000 communes en France. Si chaque commune prenait un Syrien à ce moment-là, il y aurait 36 000. C'est déshonorant, mais ça ne déshonore pas nous.
en tant que Français, en tant que citoyen, ça le déshonore lui, parce que des actes de solidarité existent en France. Voilà ce que je voulais dire sur la question de l'autre. Il faudrait vraiment que l'autre, on soit conscient que c'est nous-mêmes, c'est vraiment une part de nous, entière. Merci. Je propose que vous preniez la parole. Ce qu'on est en train d'ailleurs d'aborder, c'est la question de l'hospitalité. Et peut-être, dans cette question de l'hospitalité, faut-il se garder d'être naïf, c'est-à-dire celui qui défend son territoire et parfois celui qui se sent fragilisé. Donc, on voit ça dans toute l'histoire des rencontres. À quel moment démarrent les hostilités ? Il y a toujours face à l'autre une curiosité, un intérêt, quelque chose. Et puis, à un moment, des gestes sont posés qui créent la crispation, qui génèrent l'hostilité. Donc, on ne peut pas être hospitalier à 100%, tous azimuts, dans n'importe quelle condition. Et je pense que là-dessus aussi, il faut réfléchir. Il y a le périmètre de sécurité. Lévi-Strauss a parlé de ça de manière très, très lucide, je pense. Il appelle ça la bonne distance. Qu'est-ce qui fait qu'entre deux communautés, il va y avoir un bon rapport ? À la fois, il faut qu'elles ne soient pas trop loin, mais il faut aussi qu'elles ne soient pas trop près, parce que si elles sont trop près, il y en a une qui va commencer à se sentir menacée. Et c'est ce sentiment de menace qui crée l'ostracisme et qui crée l'hostilité. Donc c'est vraiment très, très complexe. Je vous propose de prendre la parole. On va vous passer un micro. Je n'ai pas besoin de micro. Bon, c'était un débat. C'est un débat. Ce sont des expériences passionnantes des uns et des autres. Je pense quand même que la chose va plus loin. Quand on parle d'hospitalité, il ne s'agit pas seulement de l'extérieur. Et Yahya a donné des exemples extrêmement concrets. Mais je dirais dans un même pays, ce que disait Sartre, l'enfer c'est les autres, on y va de plus en plus. Je dirais la non-hospitalité dans un même lieu physique est en train de s'étendre. C'est-à-dire ce manque d'humanité et je dirais, fort heureusement, il n'est pas le quotidien de tout le monde, mais il le devient. Il y a une machine à nous diviser. Cette distance dont vous avez parlé, évidemment, il peut y avoir, dans certaines circonstances, une vraie distance qui est nécessaire. Mais je crois que cette distance, elle nous est imposée, je dirais, même dans un même pays. Dans un même pays, ce manque d'humanité, si on voit quelqu'un d'accidenté sur le chemin et tout ça, on le laisse tomber parce qu'on ne veut pas avoir d'ennui, je dirais, avec la justice, avec la police, avec je ne sais plus quoi. Cette distance, elle est très importante. Et ce que je crois, c'est que, évidemment, il y a eu, d'un point de vue humain, les droits de l'homme, etc., etc. Mais je pense que c'est un combat continu d'humanité et de ressentir l'autre. Déjà, de ressentir son voisin. Et j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il y a un nouveau combat. Je dirais, c'est pas seulement de l'indignation, mais je dirais, il faut renverser la table du point de vue humain, parce qu'on va vers des sociétés inhumaines. On le sent. Enfin, je dirais, le confinement n'est qu'un petit exemple, peut-être nécessaire, mais ça va très loin. Ça va très loin. On nous atomise. Et quand on est atomisé, on n'est plus solidaire. Évidemment, on est la proie de tous les dictats. Et les intellectuels et les poètes et les écrivains n'échappent pas. Il y a de tout. Il y a de tout. Je voudrais juste poser une petite question à Myriam, parce que hier, elle a dit quelque chose qui était très touchant. Vous défendiez un jeune homme qui est, je ne sais plus, il était malien peut-être, je ne sais plus. Ivoirien. Ivoirien. Et ce jeune homme avait eu une vie absolument difficile, et puis il demandait l'asile, c'est ça ? Oui. Et en fait, son histoire était vraie, touchante, mais c'était
un naïf, si entre guillemets évidemment, et techniquement, on ne pouvait pas le défendre. Et ce point m'a beaucoup touché. Est-ce que vous pourriez le développer? Parce que qu'est-ce qui fait que dans notre société actuelle, on n'est pas en train de faire de la diversion pour que les gestes humains ne se fassent plus? Le droit est un monde très compartimenté, donc parfois on demande à la préfecture la possibilité de rester quand on arrive ici, quand on vient d'ailleurs, et le droit d'asile c'est l'une des portes d'entrée des territoires. En l'espèce, la question que l'on doit se poser au terme d'un entretien, d'une audition de demandeurs d'asile, c'est quelles sont ses craintes en cas de retour, c'est-à-dire le ministère de l'éloignement des personnes. On peut valider les raisons pour lesquelles il a quitté son pays à un moment X, mais quand on entend pour la deuxième ou troisième fois son histoire, le temps a passé et on peut considérer que les raisons de son départ ont fondu avec le temps. Et donc, on lui dit c'est la faute à pas de chance, mais parfois ça peut être un changement de régime politique, ou parfois, c'est-à-dire qu'on peut dire à quelqu'un vous avez tout perdu, on ne peut plus rien vous prendre. Et donc, vous ne craignez plus personne, vous n'intéressez plus, vous êtes tellement nu que personne ne s'intéressera plus à vous ou à la rigueur à votre vie. Donc ça paraît très cynique, c'est très technique. Par exemple, en l'état, j'ai insisté simplement pour que la rédaction de la décision, puisqu'il y a un texte qui est envoyé, une décision qui est prise par 3 juges, mais au nom du peuple français, sur chacune des décisions, pour que son histoire prenne corps et lui soit véritablement associée. C'est-à-dire qu'on ne dise pas « monsieur est un affabulateur », tout simplement dans l'espoir que quelquefois, quand ces décisions viennent sur le bureau d'un préfet, le préfet soit un peu plus clément et que cet homme ne soit pas sur la liste des retours. Parce qu'on renvoie même des Afghans dans leur pays. Alors, peut-être que certains diront que certains Afghans ont commis des actes répréhensibles ou sont des trafiquants ou je ne sais quoi. Voilà. Donc c'est très technique, mais peut-être que vous avez malgré tout saisi l'esprit du droit qui manque, qui fait souvent défaut, parce que la lettre du droit est d'une grande cruauté quelquefois. Je peux intervenir ? Cette question de périmètre m'interroge et me renvoie à une histoire très longue. Par exemple, quand il y a des textes sur les chroniques des croisades, on a tous lu les chroniques faites par les Européens, les Occidentaux. Il faut aller voir les chroniques des croisades faites par ceux qui les ont reçues. Et là, on apprend plein de choses, des choses extraordinaires. De la même manière, quand on parle des explorateurs... Avec aussi des affabulations, parce qu'il y en a des deux côtés. Oui, mais différentes. Les enfants mis à bouillir. Je travaille beaucoup sur la chronique des croisades, vue par les Arabes et vue par les Européens. Je travaille beaucoup sur ça. Mais il y a un écrivain libanais qui avait absolument, fait un travail remarquable. Comment il s'appelle, l'académicien? Ça va me revenir. Hein? Malouf, voilà. Non, Malouf il a travaillé que sur les romans, mais... Malouf a publié il y a une trentaine d'années un livre, Les croisades vues par les Arabes. Absolument. Mais il y a aussi des historiens marocains qui ont fait ce travail aussi. Je voulais dire aussi, par exemple, les explorateurs européens qu'on connaît là. Mais il faut voir, par exemple, dans les siècles passés, comment les géographes et les voyageurs arabes partaient dans le monde, et notamment Idrissi, qui était proche du roi Roger II de Sicile, et que le roi va l'envoyer faire le tour d'une partie du monde. Et comment il parle de cette partie du monde? Et on serait surpris de voir qu'il n'y avait pas d'a priori chez El Idrissi. Les documents existent, ont été traduits dans toutes les langues. D'une part, la question aussi du périmètre. Si on se réfère
au siècle d'or de la culture arabo-musulmane, on va découvrir des choses intéressantes. Au XIIIe siècle, il y avait une université à Béjaïa, très grande université. Il n'y avait pas de passeport, il n'y avait pas de visa, vous savez. Il faut savoir aussi que la circulation se faisait librement dans toute la Méditerranée. On allait, on revenait, comme on voulait. Et on suivit, pour certains, on suivait les maîtres de l'enseignement. Et Fibonacci, parce que je veux parler de Fibonacci, arrive d'Italie avec son père, s'installe là-bas, c'est un jeune homme, et il va dans cette université de Béjaïa. C'est là qu'il va étudier, initié par des maîtres de l'université de Béjaïa au XIIIe siècle. Béjaïa, c'est en Algérie, qui ne s'appelait pas l'Algérie, mais c'est important de le savoir. Et c'est de Fibonacci va offrir, à partir de là, la suite mathématique qu'on a appelée la suite Fibonacci, qui est un système de calcul très complexe que je ne connais pas, mais parce qu'il a étudié avec des maîtres arabes à Béjaïa. Et que on venait de Narbonne, on venait de Montpellier, on venait de partout pour l'université de Béjaïa, parce qu'il y avait des maîtres éminents, connus, et qu'on voulait étudier avec eux. Et donc le périmètre, auparavant, n'était pas celui étriqué que chacun s'invente aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, chacun invente son périmètre. C'est tellement facile. Au Rwanda, et il y a des amis entre nous qui sont partis au Rwanda, quand il n'y avait plus cette différence entre Tutsi et Hutu, et alors les assassins se regardaient. Mais si, ceux qui portent des lunettes, il faut les assassiner parce qu'ils lisent. Et ils se sont mis à assassiner des gens qui portaient des lunettes. Mais voilà, l'autre, mais tout de suite, il est différent. La différence, on la trouve tout de suite. Mais on ne parle pas des ressemblances. On ne parle pas de ce qui nous... L'Algérie est exemplaire avec l'identité berbère, je veux dire, J'aimerais cette dire difficulté. un petit mot par rapport à ce que tu viens de dire, Yaria, parce que quand tu utilises le mot de périmètre, moi, ça me touche énormément, parce qu'il y a le périmètre de l'autre. Mais en fait, si on commence tout simplement, pour éclairer cette complexité de la reconnaissance de l'altérité, à s'interroger sur tous les périmètres que nous portons, chacun d'entre nous, en nous-mêmes. Combien de temps faut-il pour reconnaître en nous toutes les couches d'histoire que nous portons, tous les ancêtres qui sont derrière nous? Combien de temps faut-il pour que chacun d'entre nous, de manière intime, arrive à une sorte d'apaisement avec les couches d'histoire qu'il porte, qu'il transporte avec lui? Alors si on reporte cela à la difficulté de regarder l'autre, il faudrait se dire qu'au fond, l'autre, il porte en lui aussi toute cette mémoire, toute cette histoire que nous avons déjà tellement de mal, à titre individuel, à reconnaître, à identifier et à pouvoir nommer. Les ancêtres, en nous, on met un temps fou avant de les reconnaître. Qu'ils soient... qu'on les ait connus, pas connus, on porte cette mémoire, on porte tous une mémoire énorme. Et toute personne, tous, autant que nous sommes là, nous portons en nous cette mémoire considérable. Pourquoi est-ce qu'on est si actif dans le jugement? Pourquoi est-ce qu'on se méprend autant sur les gens alors que il y a tellement de choses à explorer et à aller chercher en chacun. Alors qu'en plus, les gens arrivent avec des codes culturels effectivement différents, avec... alors ça complexifie encore davantage les choses. Tous métis, certes, mais au fond, c'est dans le conflit qu'émerge le sentiment que l'autre est différent. Et on parlait hier avec le maître des lieux d'une phrase qu'il a entendue et que moi aussi j'ai entendue en vivant en Bourgogne. Ça a émergé lors d'un conflit. Je vous passe les causes du conflit. Quelqu'un qui faisait tourner un tracteur, j'ai de l'asthme, donc je lui ai demandé d'arrêter son tracteur, etc. Et à un moment, il m'a sorti cette phrase: vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas d'ici. Or, j'habite ici quand même depuis 20 ans. Bon. Et là, on a un très bon révélateur, c'est que tant qu'il n'y a pas de conflit, les identités voisines discutent. Et puis tout d'un coup, j'étais pas d'accord avec lui, parce que je considérais qu'il y avait une extrême mauvaise volonté, avec un non-respect de la loi, c'est-à-dire un véhicule hyper polluant, donc non conforme. Et tout de suite, ce qui a émergé, c'est pas par hasard, c'est vous n'êtes pas d'ici. Donc la question de l'autre, elle est constamment instrumentalisée dans le conflit.
Quand il n'y a pas de conflit, elle pose aucun problème. Oui, c'était par rapport à ce que... Bonjour, et puis merci pour les histoires que vous racontez, parce que moi je pense qu'on a vraiment besoin d'histoires en ce moment pour nourrir nos imaginaires, pour résister à la difficulté du réel. Et donc merci. Et puis par rapport à la question de l'autre, par rapport à la question de l'autre qui se noie en Méditerranée, je trouve c'est beau. C'est douloureux. Et se mettre à la place de cet autre-là, c'est une douleur intense. Et par rapport à ça, ça me fait penser à ce qui a été dit du rituel des Indiens Hopi. Et il me semble qu'il faudrait peut-être qu'on se mette aussi à la question de l'autre qui est derrière la carabine, qui tue à ce moment-là, et qu'on trouve un rituel, quelque chose pour montrer à cet autre-là qui est aussi en nous, puisqu'on est tous les uns dans les autres. Enfin, c'est mal exprimé, mais bon, les uns avec les autres. Et comment on pourrait faire pour savoir que ça aussi, c'est en nous, cette force qui rejette, qui tue, et comment on peut faire pour enfin arriver à lui faire signe qu'on n'en veut pas, quoi. Alors, les solutions, quoi faire? C'est pas de cette manière que se pose la question. Quelques jalons. De solutions. C'est juste que chacun à sa place, chacun à son niveau, prenne conscience que son périmètre, je pourrais employer ce terme, n'est pas exclusif. J'adore cette idée des invités de la terre des Arméniens, j'adore. Que nous sommes tous en passage sur cette terre, que nous sommes des êtres différents, bien sûr, femmes et hommes, et puis jeunes, et puis que ce passage est là, quel qu'il soit, 1 an ou 120 ans, mais essayez de faire en sorte, et c'est vraiment pas de la naïveté. Nous sommes conscients des enjeux qui nous dépassent, géostratégiques, géopolitiques. C'est dément ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est une brutalité incroyable. Mais non, pas du tout. Mais c'est juste chacun à sa place. Comprendre que ce moment-là, essayer de le vivre dans la mesure du possible, avec juste, mais c'est pas un grand mot, peut-être ça va sembler d'un grand mot, de la bienveillance. Juste cela. Et d'un seul coup, chacun va faire un pas de côté. Et du coup, le conflit, on le désamorce. Bien sûr qu'il y a des conflits, il y a toujours eu des conflits entre les hommes, et des conflits entre frères et sœurs, dans la même famille, entre parents et enfants. Mais si l'un, moi je fais le pas de côté, et déjà, c'est désaxé, et cette idée de l'affrontement va disparaître. C'est-à-dire, je prends un exemple très très précis. Depuis que je suis arrivé en France, ça fait 30 ans que je suis en France. Au départ, je réagissais très durement à certaines injonctions. Et après, j'ai réfléchi. Non, c'est une longue réflexion depuis 30 ans. Et je suis arrivé au constat suivant. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il m'envoie une injonction, parce que je m'appelle Yahya, et qu'il m'envoie une injonction, bah oui. Oui, j'ai besoin d'un vaccin contre le Covid. Le Covid, pas la Covid. Donc, quand il m'envoie une injonction, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais, ce que j'appelle le pas de côté, c'est-à-dire je ne vais pas lui répondre en fonction de cette injonction. Il me dit, par exemple, comment c'est chez toi? Lui, quand il dit comment c'est chez toi, il pense à l'Algérie, à Alger, à Oran. Et moi, ce pas de côté, c'est quoi? Je dis, tu sais, à la rue d'Alésia où j'habite, il y a un super boulanger où j'achète. Et la boulangère, c'est une japonaise. Tu vois, c'est vraiment. Et d'un seul coup, lui-même va comprendre que c'est pas là où il voulait me mettre. Je suis à une autre place. Et j'adore ce texte, ce mot de Camus quand il dit « Je ne cherche aucune place, car je suis à ma place partout, celle des êtres et de la joie. »
C'est cela. On va vous mettre dans une place, eh ben on se décale. Juste ça. Et à ce moment-là, le conflit fait pchit. Mais ça, c'est juste à l'échelle humaine. À l'échelle des États et tout ça, nous, on ne va pas vous faire la litanie, Trump et tout ça. Il a le Covid, c'est pas mal, c'est intéressant. On a du repos, mais le Poutine, Erdogan, Orban, c'est trop. Les généraux algériens, tout ça. Mais bon, on est conscient de cela. Mais moi, je parle à l'échelle individuelle, à l'échelle de chacun et de chacune d'entre nous. Alors que peut la littérature pour nous aider à avancer dans cette problématique si critique, si contemporaine et à certains égards si dramatique au jour le jour? Est-ce que la littérature, Jean-Marie, est-ce que la fiction nous permet de déplacer peut-être des éléments de notre imaginaire? Est-ce que c'est agissant? Je pense que c'est pas le rôle de la littérature. Elle le fait à l'échelle individuelle. Il y a des livres qui peuvent changer quelqu'un. Une lecture peut vous faire bifurquer, prendre un chemin plutôt qu'un autre. Moi, je connais les 2 ou 3 livres qui m'ont fait faire des choix dans ma vie et qui Lesquels? Par exemple, les Illuminations de Rimbaud, dans un premier temps, et Sous le volcan de Malcolm Lowry, dans un deuxième temps, sont des livres qui m'ont changé. Donc, il y a eu la fiction peut, ou la poésie, la littérature en général peut avoir une efficacité sur le lecteur, de toute façon. Après, sur un plan... sur un autre plan, celui dont vous parliez, je ne connais qu'un seul exemple. La littérature, bien sûr, elle peut... Mais je ne crois pas que ce soit son rôle. Elle fait de la pédagogie, mais c'est plus efficace d'écrire un essai, par exemple, ou d'écrire un ouvrage de philosophie ou de sociologie pour dénoncer ou proposer telle ou telle chose. C'est pas le rôle de la littérature d'illustrer, elle le fait parce que l'écrivain appartient à son monde et propose et dénonce par voie interposée. Mais donc ça reste très réduit et encore une fois, c'est pas son rôle. En revanche, je connais un exemple où la littérature a réellement changé le monde. Celui que je raconte dans L'île du Point Nemo. Je ne vais pas raconter mon roman, mais l'histoire qui m'a servi, ça se passe à Cuba, alors que Cuba est encore une possession de l'Empire espagnol. Et en 1860 naissent les premières fabriques de cigares. Et donc on commence à fabriquer des cigares. Ce sont surtout des cigarières dans des ateliers de Cuba, plusieurs villes de Cuba. Et il y a certains philanthropes, philosophes, qui se disent mais quand même toutes ces ouvrières là, elles roulent leurs cigares toute la journée, elles font toujours le même geste, elles sont toutes à 90% analphabètes. On pourrait peut-être les aider, leur faire la lecture, comme ça commençait à se faire dans certains ateliers de Glasgow. Et on propose donc ça aux cigarières. Les cigarières sautent sur l'occasion et disent mais oui, ça nous intéresse. Et ça se met en place très très rapidement. Et les cigarières obtiennent qu'une des leurs soit lectrice, une des leurs non analphabètes bien sûr. Elles fabriquent des cigares en plus pour payer, pour faire la part de celle qui lit et ne travaille pas pendant ce temps-là.
Et elles obtiennent aussi le droit de choisir ce qu'on leur lit. Ce qui n'est pas rien. Et c'est comme ça que ces cigarières de Cuba se sont fait lire toute la littérature populaire espagnole ou traduite. Elles se sont fait lire Victor Hugo et Jules Verne et Dumas. Et pourquoi les cigares s'appellent des Monte Cristo? Parce que on leur lisait oralement Monte Cristo du Dumas, etc. Et donc, je suis allé voir de près une thèse qui a été écrite là-dessus, sur une de ces liseuses, et on a le répertoire complet de tout ce qui leur était lu. Elle se faisait lire des encyclopédies entières, des bouquins de science. Elle se faisait lire Marx, Bakounine, des anarchistes, et donc l'enseignante qui interrogeait cette vieille lectrice lui disait mais quand même Bakounine, on vous laissait c'est ça qui vous plaisait le plus? La réponse c'était non, ça c'était juste pour embêter les patrons. Nous c'était le comte de Monte Cristo qui et quand les patrons essayaient de réduire le catalogue, elles se mettaient en grève et ça durait pas 3 jours. On leur redonnait le catalogue. Ce qui fait que ces femmes-là se sont formées une conscience, un bagage déjà littéraire et une conscience politique tellement fine que lorsque José Martí, le révolutionnaire, arrive à Cuba, débarque à Cuba pour fomenter la révolution, chez qui il trouve des alliés? Chez les cigarières. C'était les seuls qui avaient une conscience politique. Elles se mettent en grève et la révolution commence. Et la littérature, là, a réellement changé le monde et le cours du destin d'un pays. Et quand ça s'est passé, donc je disais Kropotkin, Bakounine, c'est ça qui... non, c'est Jean Valjean. C'est Edmond Dantès, leur héros, parce que elle se reconnaissait dans ces ouvriers ou ces gens victimes de l'injustice. Donc voilà le seul exemple que je connaisse où réellement la littérature a eu une incidence directe. Oui, je voulais juste, par rapport à cette question de ce que la littérature peut faire, pour moi justement le rôle de la littérature c'est d'éviter le didactisme, de donner une grande liberté d'interprétation au lecteur. Un livre est jamais, si un livre est trop clair dans son message, c'est qu'il y a quelque chose qui échappe, parce qu'il ne donne pas au lecteur la liberté de s'approprier tous les outils, toute la richesse de pensée et de vision du monde que lui propose l'auteur. Et un roman nous autorise, nous permet d'échapper à la certitude, d'échapper à la conviction préétablie qui... Alors c'est important évidemment les ouvrages de théorie mais le roman nous permet de nous forger notre propre vision du monde et nous donne cette liberté dont parlait Hubert aussi hier, qui est tellement indispensable pour s'ouvrir à l'autre. C'était très important ce que vous disiez, madame. Le roman nous permet de nous placer derrière la carabine du garde-côte libyen qui vise le bateau. Le roman nous permet d'approcher et d'essayer de comprendre et donc de lutter contre cet autre qui est aussi celui qui a l'idée de construire une usine de gilets, de faux gilets de sauvetage. Quand Myriam nous parlait de ça hier, on était absolument... donc la littérature nous permet d'approcher tous ces endroits, tous ces regards sur le monde. Oui, la littérature, la poésie, évidemment, tu parlais des illuminations, tu parlais... J'avais très envie de dire que Rimbaud, qui a été cité 2 fois et qui est très important pour moi aussi,
Rimbaud avait écrit, excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais c'est par rapport à Abdelkader, Herriot en parle dans son livre. Le père de Rimbaud était dans l'armée coloniale française, et Rimbaud a écrit un poème qui s'appelle Jugurtha, qui est en fait un hommage à Abdelkader, et donc je trouvais ça, voilà, micro-parenthèse que j'avais envie de citer. Catherine. Non, mais c'était juste un tout petit mot pour compléter et appuyer ce que tu viens de dire, et simplement en disant aussi la poésie, parce que c'est vrai que on a tendance à renvoyer au roman parce que le roman raconte des histoires, même si la poésie le fait aussi. La poésie est souvent narrative, et la poésie raconte aussi des choses. Mais c'est vrai que la littérature, de manière générale, n'est pas faite ni pour dénoncer, ni pour démontrer, ni pour faire exemple. En revanche, elle repose sur quelque chose qui est fondamental et qui nous est tous commun dans les échanges qu'on a, c'est cette confiance dans le pouvoir des mots. Et là, la poésie, pour le coup, elle joue un rôle majeur dans ce rapport aux mots et dans cette confiance dans le pouvoir. Alors là, il y a un pouvoir, un vrai pouvoir, qui est celui des mots. Une autre question ou un témoignage? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle pour la littérature. Je dirais, elle peut transformer ou pas. De toute façon, chacun fait ce qu'il peut. Je voudrais donner l'exemple de Mahmoud Darwish, poète palestinien. Mahmoud Darwish était extrêmement populaire. Je veux dire, il soulevait les foules, etc. S'il s'était contenté, en fait, de n'être que, je dirais, le symbole, je dirais, de la lutte palestinienne, il aurait sans doute raté quelque chose, parce que la poésie de Mahmoud Darwish a continué à s'expérimenter, à se complexifier. Donc, ce que je veux dire, c'est que à la fois, à un moment donné, à un moment historique donné, la poésie peut être absolument convulsive, elle peut être comme un tremblement de terre, comme elle peut aussi fréquenter toutes les petites rigoles, les sentiers, etc. Et je pense que c'est extrêmement ouvert. On ne trouvera pas une définition unique ni de la littérature, ni de l'art, dans un sens ou un autre. Elle est ce qu'elle est, et je pense fortement, et je dirais que Mahmoud Darwish est un grand poète parce qu'il a continué à labourer son champ poétique. En même temps, il a été un tribun à un moment donné, mais il ne s'est pas contenté de ça. Donc je dis toute l'ambiguïté de l'engagement, je dirais, politique, parce que vraiment à un moment donné, on parlait des intellectuels engagés politiquement. Il ne faut pas, je dirais, quelque part, ce n'est pas un absolu, ça n'existe pas. Chacun peut, et chacun doit trouver sa propre voix. Et sa propre voix peut être un murmure qui est aussi important, je dirais, qu'une clameur. Mais on ne va pas conclure. Ce que doit être la littérature, elle est aussi variée que ce que sont les êtres humains. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement ouvert. Il n'y aura pas de définition. Mais on parlait des illuminations de Rimbaud. C'est aussi de la politique. Ces illuminations. Parce qu'il a osé ces illuminations à un moment donné historique où c'était ni son contexte historique, ni son contexte familial. En tout cas, la poésie et la littérature peuvent être rebelles. Et dans ce sens, elles transforment aussi le monde et la vie. Je pense qu'il y a des moments historiques où ça peut l'être. Et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que individuellement, on peut ce qu'on peut. Mais quand les voix se mêlent, c'est extraordinaire. Et je pense que la variété des voix et des témoignages qu'on a eus, c'est une véritable arme à la fois de conscience, de rêve, et je dirais cet effort commun est quelque chose qui tend à se perdre dans l'atomisation du monde moderne, et je pense que c'est absolument précieux. Et ça, c'est une vraie arme de transformation, de continuer à vivre ensemble. Pas seulement sa propre conscience, mais sa conscience confrontée à celle du voisin, et du voisin qui peut être proche ou qui peut être extrêmement lointain. En tout cas,
je vous remercie parce que les témoignages des uns et des autres sont très forts, sont extrêmement différents, mais très forts. Et ce poème de l'homme de moins de 30 ans montre que la poésie est une véritable voix. En 2013, nous célébrions en France le centenaire de la naissance d'Albert Camus. Et il y a eu un réalisateur que vous connaissez, certains connaissent, Joël Calmette, qui a pris sa caméra, qui est parti de par le monde, rencontrer des gens pour parler de Camus. Il fait le film et il projette ce film. Et dans ce film, donc, il passe par un certain nombre de pays, il vous cite 3. Il part au Japon, il rencontre un enseignant, il lui dit « Qu'est-ce que c'est Camus pour vous ?» Et donc le japonais lui dit « Il m'aide à vivre ». Autre séquence, nous sommes en Allemagne, avec une gendarme allemande. Et donc, qu'est-ce que... Elle dit « Il m'aide à vivre ». Une autre séquence, un jeune Algérien, à Alger. « Il m'aide à vivre ». Alors, la littérature ne peut rien, parce que ce n'est ni message, ni engagement. L'engagement est consubstantiel, mais ce qu'elle peut. Et c'est ça ce qui est grand, qui est géant. L'exemple des cigarettes est extraordinaire. Ce qu'elle peut, c'est qu'elle travaille sur le long terme. Quand en 1971, à Athènes, Georges Séphéris, le poète grec, l'immense poète grec, meurt, ce sont les Athéniens qui prennent son corps et qui l'emmènent jusqu'au cimetière. Plus de 150 000 Athéniens prennent la dépouille de Georges Séphéris, et qu'est-ce qu'ils chantent? Son poème Reniement. Et voilà ce que peut la littérature.